Bonjour les amis, allez on se retrouve avant-dernière journée de cette semaine spéciale Tortue Ninja et donc on se retrouve pour le premier des deux films reboot produits par Michael Bay, Ninja Turtles en 2014 et ensuite demain il y aura la suite Ninja Turtles 2. Alors, on avait eu la trilogie dans les années 90 en animatronique, comme je vous ai dit, pour moi ça reste les meilleurs films et de loin sur les Tortues Ninja. Et puis en 2007, le film d'animation qui est en réalité la suite de la trilogie, mais ils n'ont pas pu faire un film en prise de vue réelle, donc ils ont fait un film en animation. 7 ans après, on est en 2014, 7 ans après le film d'animation, on a un reboot, Michael Bay s'en empare, c'est le moment où il est en train de faire des Transformers à gogo, voilà, on a eu les tout premiers Transformers en 2007, encore aujourd'hui on a des Transformers, donc à ce moment-là il est en pleine production qui sont bien rodés et qui cartonnent au box-office, il est en pleine production de films à gros budget, gros effets spéciaux. Et il y a eu une petite friction entre lui et Megan Fox qu'il avait révélé avec le premier Transformers. Ils se sont un petit peu pris la tête, Michael Bay et elle, et finalement ils se sont réconciliés. C'était voilà, rien de bien grave. Ils se sont réconciliés et elle est donc le rôle principal. Elle joue le rôle de April O'Neil dans ce film-là, même si en réalité il y avait plusieurs actrices qui étaient en lice pour le rôle et on y reviendra. Le parti pris était, est-ce qu'on va faire de l'animatronique ou est-ce qu'on va faire du CGI? Et bien évidemment, on est à l'ère du CGI. C'est quoi les CGI? C'est des effets spéciaux, fond vert, motion capture. Et du coup, les acteurs vont être choisis pour leur carrure et on va les habiller entièrement avec des tenues mocap, motion capture, avec des capteurs partout dans lesquels on va retranscrire tout en ordinateur et on va leur rajouter la couleur et on va dire le design des Tortues Ninja. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ce film est plus proche des comics, plus proche des séries? Tout ça, on va vous en parler. Je vais vous en parler 100% spoilers, comme tous les films de cette semaine. C'est du 100% spoilers, donc si vous n'avez pas vu les films, quittez cette vidéo, allez voir et revenez. Beaucoup de choses ont été dites sur ces films. Et mon avis a évolué aussi. Il faut savoir que quand j'ai vu le film voilà, la première fois au cinéma, ça faisait un moment que j'avais pas revu la trilogie des années 90. Mais déjà au cinéma, j'avais été un petit peu mitigé. Maintenant que je viens de voir les 4 précédentes adaptations, j'ai revu sur Ninja Turtles dans la foulée. Je suis en train d'enchaîner tous les films. Et il y a certaines choses qui me sautent aux yeux, qui sont des évidences pour moi. Alors, le synopsis, on y suit donc April O'Neil, qui n'est pas ici une adolescente de 16 ans, mais une journaliste adulte. C'était déjà le cas dans les premiers films Tortue Ninja. C'est donc une journaliste qui, malheureusement, couvre on va dire des faits un petit peu superficiels, people. Elle se voudrait journaliste d'investigation sur des sujets sérieux. On a le clan des foot qui sème le chaos en ville, beaucoup d'insécurité. On a Eric Sachs qui est un magnat, on va dire, de l'économie de la ville de New York, qui essaye de venir en aide à la ville de New York. Et on a Shredder qui est à la tête du clan des foot, avec sa seconde, Karai, qu'on a vu dans le film précédent, qu'on avait découvert dans le film précédent, mais qu'on ne voyait pas dans la trilogie de films des années 90. Et ils cherchent donc Shredder et ses hommes du clan des foot cherchent le mutagène qui a transformé les tortues en Tortues Ninja pour pouvoir s'en emparer. Et en réalité, Eric Sachs, joué par William Shatner, qui paraît être un citoyen modèle qui veut venir en aide à la ville, et de mèche avec Shredder, c'est un disciple de Shredder. Ils veulent répandre le mutagène sur toute la ville tout en créant un anti-mutagène pour pouvoir rançonner la ville de New York et de manière générale le monde entier. Puisqu'à un moment donné, il dit que en gros, ils veulent rançonner le monde entier et ils veulent devenir les maîtres de New York. Au milieu de tout ça, nous avons les tortues, les 4 tortues ainsi que Splinter. Les tortues ne vont pas souvent à la surface. Splinter leur dit qu'elles ne sont pas encore prêtes et finalement, elles se voient déjà justiciées. Elles essayent d'agir dans l'ombre tout en le cachant à Splinter. Et un jour, April O'Neil, qui est sur les lieux d'un braquage du clan des foot, s'aperçoit, donc fait la rencontre de ces tortues et à partir de là, elle va s'apercevoir, il va y avoir une origin story revisitée,
elle va s'apercevoir que ces tortues sont en lien avec son enfance. Et comme c'est une vidéo 100% spoilers, autant vous le dire, en réalité, c'est April O'Neil dans cette version des films qui serait à l'origine des Tortues Ninja, puisque son père, le père d'April O'Neil, bossait avec Eric Sachs, donc le méchant, en gros le bras droit de Shredder. Et ce sont eux qui ont testé le mutagène sur ces souris, mais le père d'April O'Neil, s'apercevant qu'il était doublé par son collègue et associé, qui d'ailleurs le tue, donc c'est Eric Sachs, le meurtrier du père d'April O'Neil. Il y a un incendie dans le laboratoire et April O'Neil, enfant, sauve ces 4 tortues ainsi que le rat qui étaient les expériences de laboratoire de ce mutagène. Elle les sauve en les mettant dans un égout, non sans avoir auparavant, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, observé ces tortues et leur avoir donné des noms de peintres, donc Raphaël, Leonardo, Michelangelo, Donatello et Splinter pour le rat. Donc on a une origin story revisitée. Et elle va finalement s'apercevoir que ce sont ces tortues, les tortues qu'elle affectionnait durant son enfance, qui sont devenues les Tortues Ninja. Et ils vont essayer tous ensemble de faire tomber Eric Sachs ainsi que Shredder. Voilà pour l'histoire 100% spoilers du film. Donc des origin story de April revisitées, des origin story des Tortues Ninja qui n'ont rien à voir avec le comics, qui sont même différentes de la série télévisée. Est-ce que c'est gênant? Pas vraiment. Même si je préfère encore une fois quand c'est un peu plus fidèle. Pour le coup, les films des années 90 sont beaucoup plus fidèles aux comics. Après, il n'y a jamais d'adaptation 100% fidèle, hein, ça n'existe pas. Même dans les séries, il y a toujours des choses qui sont revisitées par rapport aux comics ou des films par rapport aux séries. Mais de manière générale, voilà, les films des années 90, en tout cas les 2 premiers, sont beaucoup plus fidèles. Ici, c'est une origin story totalement réinventée. Bon, est-ce que c'est grave? Non, pas vraiment. Maintenant, venons-en au casting avant de passer aux points forts et aux points faibles, et malheureusement je dois dire qu'il y a des points faibles, et il y en a des gros points faibles. Mais avant toute chose, le casting, c'est réalisé par Jonathan Liebesman à qui on doit Texas Chainsaw The Beginning, donc Massacre à la tronçonneuse au commencement, le préquel. Il me semble que c'était le préquel du remake de Marcus Nispel, donc de 2003. Mais comme c'est pas des films que j'ai vus, voilà, moi j'ai vu que l'original de Massacre à la tronçonneuse, j'en parlerai pas. Donc Jonathan Liebesman, qui avait aussi réalisé un très bon film, World Invasion Battle Los Angeles, avec Aaron Eckhart, sur une invasion d'aliens qui se battent contre l'armée. Donc c'est un réalisateur, c'est un bon faiseur de films. Et ça se voit. Ça se voit au niveau du film, le film est plutôt bien réalisé. Donc, Megan Fox dans le rôle de April O'Neil. Ça n'était pas forcément le premier choix, et quand on voit les autres actrices qui étaient en lice, Anna Kendrick, Elizabeth Olsen et Jessica Biel. Et il y en avait une 4e dont je ne me souviens plus le nom. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan de Megan Fox. Elle est très belle, hein, c'est pas le problème, même si un peu refaite à cause de la chirurgie esthétique, mais c'est pas le but de la vidéo, on va pas critiquer, hein, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, chirurgie esthétique ou pas. Ça reste quand même une actrice assez canon, il faut le dire, Megan Fox. Et elle n'est pas dépourvue de talent. Voilà, c'est pas du tout méprisant, hein, elle n'est pas dépourvue de talent. Mais c'est une actrice, j'ai toujours eu du mal, j'accroche pas. Voilà, j'accroche pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'artificiel, ça va pas. Alors après, bon, c'est comme ça, c'est une question de goût. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment beaucoup Megan Fox, je respecte totalement. C'est pas une critique sur la personne, c'est juste son jeu d'actrice, j'ai du mal. Et c'était pas l'actrice que je préférais dans Transformers. Moi, je préfère largement dans Transformers 3 Rosie Huntington-Whiteley, qui donc joue le rôle de Carly, la nouvelle petite amie de Sam Witwicky, donc Shia LaBeouf. Je préférais largement l'actrice blonde de Transformers 3 que Megan Fox. Donc Megan Fox qui ici joue April O'Neil, j'avoue que elle est peut-être un petit peu trop sexy pour le rôle de April O'Neil, et il n'y a pas assez le rôle de journaliste. Pour moi, elle n'est pas crédible. Pour moi, elle n'est pas crédible, et j'ai du mal à voir Megan Fox en tant que April O'Neil, contrairement à Paige Turco dans les Tortues Ninja 2 et 3 des années 90, qui était juste idéale, je trouve, pour le rôle. On n'a pas fait mieux. Elle avait ce petit côté classe, fraîche, sexy, mais en même temps pas trop vulgaire non plus.
peut-être que je suis influencé sur ma vision de Megan Fox pour ses frasques dans les tabloïds People. Je devrais pas, parce que je devrais là uniquement juger sur le talent d'actrice. Mais j'avoue que personnellement, Megan Fox, je suis pas un très grand fan. Bon, ceci dit, on s'en fiche un petit peu, on va pas faire une théorie, on va pas théoriser sur Megan Fox. Elle a été choisie. C'est donc Anna Kendrick pour les Pitch Perfect et depuis tellement d'autres films qui avait été un des premiers choix. Alors là, j'aurais été largement plus content. Jessica Biel, alors là, je pense que c'était le choix idéal. Ou encore Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen, avec la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui, à savoir en 2014, c'était un an avant Avengers 2. Elle commence ses débuts dans le MCU avec Avengers l'ère d'Ultron. Donc c'est à peu près à cette même époque-là. Voilà quelles actrices on aurait pu avoir dans le rôle d'April O'Neil. J'aurais préféré n'importe laquelle des trois à la place de Megan Fox. Bon, ceci dit, c'est pas non plus un gros défaut du film. Megan Fox, elle est très regardable, c'est pas le problème du film. Il y a d'autres problèmes du film qui sont plus importants. Pour le rôle de Werner, je ne sais plus comment c'est le nom de famille, c'est un personnage qui est issu, je crois, des séries. On a... comment s'appelle cet acteur? J'ai oublié le nom. Will Arnett. On a Will Arnett, donc un personnage qu'on n'avait pas vu dans les adaptations en film avant ça. Il fait son introduction dans ce film-là. Bon, ma foi, pourquoi pas. J'ai pas forcément apprécié ce personnage un petit peu macho sur les bords, un peu relou avec ses blagues, mais c'est pas le personnage le plus dérangeant. De toute façon, dans le film suivant, on aura Casey Jones joué par Stephen Amell, et là, ça c'est un autre niveau. Mais là où ça va être plutôt bon, c'est dans le choix de l'acteur, des deux acteurs notamment, celui qui fait Splinter. Alors c'est un nom japonais, j'ai oublié le nom, mais c'est surtout la carrure qui est excellente. Et William Fichtner dans le rôle de Eric Sachs. Alors William Fichtner, c'est un habitué de chez Michael Bay. Bon, vous l'avez connu pour Prison Break, récemment dans Independence Day Resurgence, mais il a joué surtout dans Armageddon de Michael Bay. Donc très bon acteur William Fichtner, c'est un très bon choix, même si le personnage n'est pas indispensable à l'intrigue. Quant au personnage de Karai, si elle n'était pas là, ce serait la même chose, elle ne sert à rien du tout, malheureusement, c'est dommage, parce que c'est un perso important, mais bon, ici elle fait 2-3 apparitions. En dehors de ça, on a Whoopi Goldberg qui joue dans le film. Whoopi Goldberg qui ne sert à rien du tout, elle fait la rédac chef. Ils ont féminisé un perso qui était là, alors je ne sais plus si c'est les comics ou la série, c'était un perso masculin, et ils l'ont féminisé, ils ont changé le nom, et ils ont mis Whoopi Goldberg comme rédactrice en chef. Le perso est claqué au sol, il ne sert à rien, ses blagues, ça marche pas, et si elle n'avait pas été là dans le film, pourtant j'aime beaucoup Whoopi Goldberg, attention, hein, c'est pas une critique contre la personne, hein, j'adore les Sister Act, mais c'est un pan du film qui ne sert à rien, donc bon, ok, d'accord, avoir une star, pourquoi pas, mais si ça sert à rien, c'est dommage. Alors, la musique, elle est composée par Brian Tyler, compositeur pour Marvel, compositeur pour les Fast and Furious, il n'y a rien à redire. Ça ressemble beaucoup aux compositions de Steve Jablonsky sur les Transformers, mais comme je vous disais, on est sur la même période, Transformers, Ninja Turtles, c'est tout des productions Michael Bay. Venons-en quand même aux points forts et aux points faibles. Alors, je vais d'abord passer aux points faibles, comme ça on finira par le positif, parce que malheureusement pour moi il y a plus de points faibles que de points forts. Les tortues. Les tortues, c'est le plus gros point faible du film. Le design des tortues, l'humour des tortues, et de manière générale les tortues en fait. Je les trouve insupportables. Insupportables dans leur humour, insupportables dans leurs interactions, elles n'arrêtent pas de parler, à un moment donné il y a du brouhaha, elles s'engueulent sans arrêt, ça parle très vite, par onomatopée, c'est assez agaçant par rapport aux tortues des 3 films des années 90 où on était vraiment sur du feel good, il y avait en plus cette bonne bouille qu'elles avaient un visage assez... on va dire attachantes. Les tortues des films des années 90 étaient attachantes. Ici, elles sont moches. Mais alors, qu'est-ce qu'elles sont moches? Je suis désolé pour ceux qui aiment, hein, mais je trouve qu'elles sont d'une laideur abyssale. On dirait des aliens. On dirait des aliens, mais je sais pas, des aliens qu'on a passé à la moulinette à pâté. Non, franchement, c'est moche.
Et puis c'est du CGI et ça se voit, et pour moi ça ne marche pas, c'est le principal défaut, je le dis déjà un petit peu depuis le début de la semaine, à chaque fois, lors des les premiers films, je vous ai dit à chaque fois, ah, c'est quand même mieux l'animatronique. Et oui, c'est largement mieux l'animatronique. Ok, les yeux, on voit que c'est pas des vrais yeux humains. On voit que de temps à autre, on sent qu'il doit y avoir le marionnettiste à l'intérieur qui fait bouger les yeux dans les films des années 90. Là, ok, hein, ça fait très réaliste. Mais c'est franchement très moche, c'est très laid. La peau des tortues n'est pas belle, c'est plein de nervures. Elles ont l'air d'être des monstres plutôt que des tortues attachantes, feel good, un petit peu masque en caoutchouc, mais en même temps que tu peux prendre dans les bras. Voilà. Moi, j'ai pas l'impression de retrouver mes figurines des années 90. Là, j'ai l'impression de voir du gros CGI, des gros effets spéciaux verts bien baveux. Pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Du coup, l'attachement aux tortues ne marche pas, en ce qui me concerne, bien évidemment. L'humour, c'est l'humour des années 2010, donc c'est un humour que j'ai du mal à supporter. Il y a peut-être 2-3 blagues par-ci par-là qui marchent, notamment au début lorsque Splinter les punit et ils doivent tous se maîtriser et ils essayent de les tenter, de les décontenancer en leur proposant des pizzas. Oui, la pizza, elle est très très bien faite, elle donne envie d'ailleurs d'en manger. La pizza aux 99 fromages. Ok, ça c'est une vanne qui marche, mais même Splinter, il est moins bon que dans les films des années 90, parce que dans le film des années 90, tu sens que tu peux toucher les poils de la barbe de Splinter, tu sens que il est palpable, il est concret, il est réel, même si c'est une animatronique, voilà, c'est du vrai. Et là, c'est pas le cas. Là, ça se voit que c'est fait par ordinateur, et donc forcément, quand tu as tes 4 héros, et même Splinter, donc les 5 héros, donc tu sais que ben, sur le tournage, c'était des acteurs avec des caméras de partout. Ben, je suis désolé, mais pour moi, ça flingue déjà une bonne partie du film. Après, si t'as en plus l'humour qui fonctionne pas, avec des blagues qui sont lourdes, c'est insupportable. Honnêtement, moi, l'humour des Tortues Ninja, je rapproche ça de l'humour Marvel ou de l'humour un petit peu Transformers. Même si Transformers, attention, il y avait des scènes épiques. Hein. J'aime bien les Transformers. Mais ça marche pas. C'est l'humour, c'est pas l'humour des années 90. Donc l'humour des années 2000-2010, surtout des années 2010 à 2020, il faut y aller avec parcimonie. Et là, c'est des blagues toutes les 2 minutes, c'est insupportable. Au-delà de ça, l'histoire plutôt intéressante, peut-être un petit peu trop vite bâclée. Encore une fois, le clan des foot ici ne sert pas à grand chose. On ne découvre pas le clan des foot comme dans les films des années 90 où on avait ces enfants un peu désœuvrés, il y avait quelque chose de réel. Voilà, c'est une partie de la jeunesse qui se dirige vers la délinquance parce qu'ils se sentent délaissés. Non, c'est pas le cas ici. Comme je vous disais, le personnage de Karai, qui est à la tête des foot, ne sert à rien du tout. Le personnage de Shredder, peu développé, mais par contre, en tant que personnage, on va dire physique, il fait partie des gros points positifs, j'y reviendrai dans quelques instants. Tout ce qui concerne Eric Sachs ne sert à rien du tout. Si le personnage n'était pas là, ce serait pareil. En gros, il se fait passer pour un gentil, mais c'est un méchant. Tout simplement, on aurait pu avoir Shredder qui vole le mutagène, que ça n'aurait pas été plus dérangeant que ça. Ils ont voulu faire un petit peu de complexité qui n'était pas nécessaire. Et puis toute l'histoire de April O'Neil, son interaction avec ses collègues journalistes, donc ici Werner, sa rédactrice en chef, tout ça ne sert à rien non plus. Donc il y a beaucoup de choses dans le scénario qui sont pas intéressantes. Mais par contre, et j'en viens au point positif, c'est bourré d'action du début à la fin. Alors c'est bourré d'action. Parfois peut-être un peu trop, on n'arrive pas à respirer, d'où le fait qu'on n'arrive pas non plus à s'attacher au personnage, il n'y a pas vraiment de moment où on peut respirer, se poser un petit peu comme dans le film original lorsqu'ils sont à la campagne, après avoir pris une déculottée par le clan des foot, ils sont obligés d'aller à la campagne dans la maison d'April O'Neil se réfugier, là ils discutent tous ensemble, il y a de l'émotion entre frères et sœurs, enfin entre frères, là c'est pas le cas en fait, c'est tellement blindé d'action, on n'a pas le temps de respirer. Mais bon, au moins le film est rythmé, ça c'est sûr. Malgré tout, j'ai dû faire une pause au milieu parce que c'était un petit peu insupportable, je commençais à en avoir marre du film.
Et je me souviens au cinéma avoir été déçu la première fois que je l'ai vu, mais pas autant que lorsque je l'ai revu là cette fois-ci. Par contre, les combats en 1 contre 1, je parle même pas de l'interaction entre les tortues, où ça marche pas vraiment. Pareil, l'humour de Michelangelo qui essaye de draguer April O'Neil lourdement, c'est insupportable. Mais par contre, les combats, notamment avec Shredder, là, ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Notamment quand on les voit de loin. À un moment donné, on les voit en haut d'une tour avec une flèche, avec une pointe de satellite, où on voit Shredder sur le toit qui se bat contre les 4 tortues. On a des plans de caméra qui sont éloignés. L'armure de Shredder, elle est parfaite. Ultra blindée de lames, de métal. On sent que c'est lourd et on sent que lorsqu'il donne des coups, il est puissant. Shredder, ici, est très très charismatique. Et ça, c'est un gros point fort du film. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un peu de plaisir à regarder le film. Je pense que s'il n'y avait pas eu Shredder, j'aurais pas regardé de nouveau le film. Mais Shredder, toutes les scènes où il est là en armure, ça envoie du très 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 lourd. Toutes les lames, les épées, quand il envoie cette rafale de lames. Alors oui, hein, c'est vrai que les CGI, pour le coup, c'est un petit peu obligé, parce que si ça avait été en animatronique, ça aurait été moins fluide, l'action. Mais en tant que armure massive et personnage, parce que l'acteur est grand quand même, l'acteur japonais sous l'armure, toutes les scènes où il y a Shredder qui se bat contre des tortues, soit en 1 contre 1, soit contre les 4 en même temps, ça fonctionne. Il y a un sentiment de puissance qui se dégage, un petit peu à la manière du combat entre Optimus Prime et Megatron, ou Sentinel Prime, notamment dans Transformers 3, la face cachée de la Lune. Tous les combats des Transformers en 1 contre 1, ou quand il y a Optimus Prime, ça envoie du lourd. Ben là, c'est pareil, mais c'est Shredder. Pour moi, Shredder, c'est une espèce de Transformers dans le film, à échelle à peu près humaine, où tu sens que le mec est très dangereux, très puissant. Donc, ces scènes-là fonctionnent. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à sauver pour moi du film. À savoir que un des acteurs en motion capture qui fait, il me semble, Raphaël, c'est Alan Ritchson. Alan Ritchson, que vous avez découvert récemment peut-être dans la série Reacher, ou encore dans la série Smallville il y a très longtemps. Donc, et qui fera partie du prochain Fast and Furious, hein, Fast and Furious 10. Voilà, un des acteurs, c'est Alan Ritchson. Donc, il a une carrure imposante, mais malheureusement, je trouve, comme je vous disais, hein, les tortues sont beaucoup trop baraquées. Elles font un peu monstrueuses. Honnêtement, il n'y a pas ce côté tortue enfantine à hauteur humaine, auquel tu as envie de faire des câlins, un petit peu comme dans les 3 films avec lesquels tu as envie d'être pote. Là, ben voilà, c'est du CGI tout dégoulinant, qui fait mal aux yeux. C'est dommage, c'est dommage. Heureusement, j'ai pas vu le film en 3D. Déjà en normal, ça suffit. Mais ce film-là, Ninja Turtles de 2014, pour moi, n'est pas la meilleure adaptation. Il y a des choses très bonnes. Le rythme, l'action, quelques vannes qui marchent, quelques vannes hein, de temps à autre. Mais de manière générale, le film, il n'y a pas d'attachement au personnage. Voilà. Il n'y a pas d'attachement ni à April O'Neil, ni aux tortues, ni à Splinter. En gros, les personnages méchants sont plus intéressants que les personnages gentils. Ce qui n'est pas forcément bon signe, normalement. Est-ce que ce sera le cas pour la suite Ninja Turtles, dont on parlera demain? Vous verrez, petit spoil, j'aime beaucoup plus Ninja Turtles 2. Hein, pour moi, c'est déjà largement supérieur. Mais vous verrez pourquoi. Je vous en parlerai demain. Cette vidéo se termine, hein, 23 minutes, c'est déjà beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Ninja Turtles 2014. Mais c'est vrai qu'en regardant voilà, toutes ces adaptations, je me dis que les animatroniques, ça manque aujourd'hui au cinéma. Et parfois que le cosplay, c'est parfois mieux que beaucoup d'effets spéciaux. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à me donner votre avis. Likez, abonnez, partagez, comme vous voulez. Portez-vous bien. À demain et ciao tout le monde.